les satellites et planètes. On va traiter dans cette leçon la première partie, les lois de Kepler, les mouvements circulaires uniformes et leurs caractéristiques. Puis en deuxième partie, on va appliquer les lois de Newton sur le mouvement circulaire des planètes autour du Soleil et des satellites autour de la Terre. On va se limiter tout simplement à l'étude des satellites terrestres. Première partie. Le système solaire est un ensemble composé du Soleil, autour duquel gravitent les corps célestes. Parmi les corps célestes, on retrouve les planètes avec leurs satellites, et une multitude d'autres corps tels que des astéroïdes, des comètes, etc. Il existe 13 planètes dans le système solaire. Pour être exact, il y a 8 planètes et 5 planètes naines. Ce groupe de 8 planètes est composé de planètes dures, appelées planètes telluriques, et de planètes faites de gaz, appelées géantes gazeuses. Les planètes telluriques, la Terre, Vénus, Mercure et Mars. Ce sont les plus petites et les plus proches du Soleil. Elles se composent de roches. Les géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont de gros diamètres et sont plus éloignées du Soleil que les telluriques. Elles sont faites principalement de gaz. Les petits groupes des 5 planètes naines se composent de Pluton, Mérimée, Cérès, Erysium et A. Les lois de Kepler commencent par les référentiels. Un référentiel héliocentrique. Le référentiel galiléen convenable pour l'étude des mouvements des planètes autour du Soleil est le référentiel héliocentrique. Ce référentiel lié au centre du Soleil et dont les 3 axes sont dirigés vers 3 étoiles fixes par rapport au Soleil. Pour l'étude du mouvement des satellites autour de la Terre, on utilise le repère géocentrique. C'est un repère lié au centre de la Terre et dont les 3 axes sont dirigés vers 3 étoiles fixes par rapport à la Terre. Les 3 lois de Kepler. Au début du XVIIe siècle, en utilisant les résultats des observations de Tycho Brahe, Kepler formule 3 lois qui décrivent le mouvement des planètes du système solaire. La première loi de Kepler, loi des orbites, et la deuxième loi des airs ont été énoncées en 1609. La troisième loi des périodes, a été établie en 1618. Les 3 lois de Kepler énoncées dans le cas des planètes en orbite autour du Soleil peuvent être utilisées ou généralisées à tout satellite en planète en orbite autour d'un astre. La loi des orbites. La trajectoire d'une planète autour du Soleil est une ellipse. Dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le centre du Soleil est l'un des foyers. Remarque.
Le cercle est un cas particulier d'ellipse lorsque les deux foyers sont confondus. Dans ce cas, nous avons le grand axe ou le demi-grand axe est égal à R. Deuxième loi de Kepler, loi des airs. Soit une planète qui gravite autour du Soleil selon une trajectoire elliptique. À l'instant T1, la planète passe par le point P1 et il va atteindre le point P2 à l'instant T2. Delta T, qui est égal à T2 moins T1, c'est la durée du parcours de la distance D1. Pendant cette durée, le segment SP balaye l'aire A1. À l'instant T3, la planète passe par le point P3 et à l'instant T4, elle atteint le point P4. Notons par exemple delta T' qui est égal à T4 moins T3 et le segment SP il balaye l'aire A2. Question qui se pose. Si delta T est égal à delta T', que peut-on dire de A1 et A2? Évidemment, dans ce cas-là, si la durée est la même, est égale, on aura A1 est égal à A2. Énoncé de la deuxième loi de Kepler. Le segment de droite reliant le centre du Soleil S et le centre de planète P balaye des aires égales pendant des durées égales. Remarque, à partir de cette loi, on en déduit que la vitesse devient plus grande lorsque la planète s'approche du Soleil. La troisième loi de Kepler, loi des périodes. Qu'appelle-t-on période? La période, c'est la durée au bout de laquelle la planète effectue un tour complet sur son orbite. Énoncé de la troisième loi de Kepler. Le carré de la période de révolution T d'une planète autour du Soleil est proportionnel au cube de demi-grand axe de l'ellipse. Soit par exemple T carré sur A cube est égal à une constante. Cette constante, il ne dépend que de l'astre attracteur. La période, généralement dans le système international en secondes, la distance en mètres dans le système international. Comme application, en appliquant la troisième loi de Kepler, déterminer la longueur de demi-grand axe de la trajectoire de Mars, on donne la période de la Terre TT est égale à 3,16 10 puissance 7 secondes. Demi-grand axe de la Terre, c'est AT est égal à 1,5 10 puissance 8 km. Et la période de révolution de Mars, c'est TM est égal à 5,94 10 puissance 7 secondes. Pour la solution, en appliquant la loi de Kepler, la troisième loi de Kepler, nous avons T carré sur A cube est égal à une constante. Cette constante, elle dépend seulement de l'astre attracteur. Puisque la Terre et Mars ont le même astre attracteur, c'est le Soleil, on peut dire que ce rapide au carré est égal à Tm au carré sur Am à la puissance 3. À partir de cette expression, on peut en tirer que Am à la puissance 3 est égal à At à la puissance 3, Tm au carré sur Tt au carré. Et par suite, on peut en tirer l'expression de AM qui est égale à AT racine cubique de Tm au carré sur Tt au carré. En remplaçant, on obtient 1,28 10 puissance 11 mètres.
Application des lois de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire. Les lois de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire. La trajectoire circulaire est un cas particulier d'ellipse, lorsque les deux foyers sont confondus. Dans ce cas, la trajectoire de la planète est circulaire dans le centre et le Soleil. Puisque les aires balayées pendant la même durée sont égaux, la vitesse de P, de la planète P, est constante, c'est-à-dire que le mouvement est circulaire uniforme. Donc, au bout de même durée, nous avons les mêmes aires balayées, par suite D1 est égal à D2, ce qui entraîne que V1 est égal à V2. Dans le cas d'un mouvement circulaire, A est égal à R, et par suite, on peut écrire la troisième loi de Kepler sous forme de T carré sur R cube est égal à K. Caractéristique d'un mouvement circulaire uniforme. Un mobile en mouvement circulaire uniforme, si sa trajectoire est un cercle et la valeur de la vitesse de son centre d'inertie est constante. Un mouvement circulaire, on peut repérer la position de corps par l'abscisse angulaire θ qui est égale à I cm, l'angle entre le vecteur unitaire et le vecteur espace cm, qui est exprimé en radians. On peut en déterminer de même la vitesse angulaire. Donc, le mouvement circulaire est caractérisé par sa vitesse angulaire qui est la dérivée de θ par rapport au temps. Donc, dans ce cas-là, elle est égale à une constante dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. La vitesse linéaire, il est relié à la vitesse angulaire par V est égal à R oméga. Donc, le vecteur vitesse, V est égal à R oméga fois U, qui est égal à VU, car le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Et dans ce cas-là, on a choisi, par exemple, le vecteur vitesse est orienté dans le même sens du mouvement. U, c'est le vecteur unitaire tangent. La période du mouvement. La période est exprimée par la distance parcourue par le mobile, qui est le périmètre, divisé par la vitesse, qui est égale à 2π sur oméga si on remplace V par son expression. Conditions de mouvement circulaire uniforme. Pour un mouvement circulaire uniforme, la vitesse est constante, c'est-à-dire que l'accélération tangentielle, qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, est égale à 0. Or, on sait que A a deux composantes, A tangentielle et A normale. A tangentielle est égal à 0, donc je peux remplacer A tangentielle par 0 U plus AN N, qui est égal à AN N. AN, c'est V carré sur R fois N. D'après la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces est égale à ma. A, l'accélération, elle est normale, et par suite, on aura la somme des forces extérieures est égale à ma, qui est égale à MAN, mv carré sur Rn. Donc, la somme des forces est centripète, dirigée vers le centre. La norme de l'accélération, c'est v carré sur r. V, c'est une constante, r, c'est une constante. Donc, ce rapport est constant. Et par suite, la norme de son accélération est constante. Donc, en conclusion, dans un référentiel galiléen, le mouvement d'un solide est circulaire uniforme si il satisfait à ces deux conditions. La somme des forces appliquées au solide est centripète. La norme de l'accélération de son centre d'inertie est constante, c'est-à-dire que A est égal à une constante. Donc voilà pour cette première partie de cette leçon.
et merci.